je veux dire un mot en introduction, cette notion de collecte sensorielle, hein, c'est le terme qui a été donné. Découvrir un sensible spécifique, relié à un lieu, un territoire précis, s'engager sur la voie de l'exploration dans une perspective ici qui est celle de ce qu'un philosophe comme Jacques Rancière a appelé le partage du sensible. L'idée qu'il n'y a pas de société sans qu'un certain sensible soit partagé. Alors la question étant de savoir par qui est-il partagé, qui en quelque sorte en bénéficie, qui en décide. C'est une question politique, évidemment, la question de la sensibilité, comme vous le savez. Alors ici, moi, ce qui m'a frappé dans les différentes propositions qu'on va voir, l'idée à retenir, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler le sensible inaperçu. C'est-à-dire, on va essayer de révéler, de faire connaître, de communiquer dans une perspective d'extension, et on verra de retissage de liens souvent perdus avec le territoire, donc avec les habitants, quels qu'ils soient, humains mais aussi naturels. Et là, je pense aux animaux, je pense à la végétation, je pense à l'atmosphère, même au cosmos plus largement, le vivant, comme on dit maintenant. Bon. Alors, ça ouvre à une perspective, là, ça va peut-être choquer un peu les artistes qui sont là, les créateurs qui sont là, mais ce que j'appellerais un animisme contemporain, qui consisterait à retrouver l'esprit des choses et des espaces de vie à travers l'acte de ressentir, en ressentant d'une façon très particulière l'esthétique au service de la compréhension ici. Alors, je vais commencer, Zoé, avec vous, donc je me permets, voilà, même chose, de regarder la documentation. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas laisser le son parce que vous expliquez ce que vous faites, sauf si vous préférez, comme vous préférez. Alors, écoutez, voilà les images, vous les voyez en même temps que moi. Donc, ici, il s'agit d'un travail vraiment sur l'exploration d'un lieu, essentiellement, la découverte d'un espace, la reconfiguration du territoire. Vous êtes en Bretagne, alors, où exactement ? Et pourquoi ? Pourquoi ce lieu ? Oui, on est sur une petite île au large de Quiberon qui est l'île d'Édic, à côté de Belle-Île, qui est un peu plus connue et plus grande. Donc, voilà, une île qui a la particularité d'avoir une école primaire avec une classe unique, où on a 8 enfants qui vont de 4 à 11 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et un enseignant qui est aussi également le directeur de l'île. Donc, je rebondis un tout petit peu, mais vous citiez Rancière, et ça me fait penser, je crois, à une autre citation de lui qui parle du partage d'une condition commune, qui est une condition pour le travail d'enquête, le travail du sociologue. Et j'ai l'impression que ce projet, il a consisté à essayer de partager ce que c'est qu'être un enfant sur une petite île, comme ça, qui mine de rien un petit peu isolée, parce qu'en fait, outre la période estivale où voilà, l'île est... où il y a beaucoup de monde, on est tous contents d'aller la découvrir. En fait, il y a 80 habitants à l'année, il n'y a pas de voiture, il y a quelques moutons, et puis une école, une boulangerie, et voilà. Alors, je brûle de vous poser une question, vous êtes designer, l'artiste avec lequel vous avez travaillé aussi, Romain Barthélémy, est designer sonore. Qu'est-ce que vous faites faire à ces écoliers et à leurs instituteurs, en l'occurrence? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ce qu'on leur propose, c'est d'inventer une histoire qu'on va pouvoir raconter avec du son et des images qui vont être mis en interaction par le numérique. Donc, ce qui est un petit peu particulier, et je pense que c'est aussi un des enjeux du projet, c'est qu'il y a une histoire de machine, mais on va les mettre dans une position vraiment de producteur, de créateur du contenu de cette machine. Et il y a l'île, c'est-à-dire que ce sont eux, les habitants, les experts. En fait, ils la connaissent presque trop bien, cette île. Donc, on va essayer de les mettre dans une position de redécouverte de leur propre territoire, qui pour nous est inconnu, on n'est pas du tout familier de l'île d'Édic. Et donc ils vont chacun inventer un personnage qui va être parfois un personnage d'explorateur ou d'exploratrice, parfois des imaginaires plus fantastiques. Et c'est ce point de départ-là que chaque enfant va nous faire, qui va nous amener à inventer une narration collective en fait. Et alors le son, par exemple ?
Le design sonore, alors qu'est-ce que c'est? Ils font des enregistrements du vent, de la mer, et qu'est-ce qu'ils en font? Oui, donc il va y avoir un peu de ce qu'on appelle du field recording de la part de Romain Barthélémy, donc il va aller vraiment se balader, enregistrer le vent, la mer, voilà, déclencher lui-même des bruits par percussion, des choses comme ça. Mais on va aussi collecter des objets avec les enfants qu'on va redessiner, qu'on va réinterpréter avec le filtre de la fiction qui est en train d'émerger en fait de nos esprits, de leurs personnages, etc. Sachant que la commande qu'on leur avait faite, c'était que leur personnage soit très petit. Donc on va changer l'échelle, etc. Donc une pierre peut devenir un rocher, enfin un caillou peut devenir un rocher, etc. Et puis on va aussi enregistrer les enfants qui vont être les interprètes finalement de leurs personnages. Donc on va avoir une assez grande diversité de formes, de contenus. Et l'enjeu, pour moi aussi là-dedans, ça va être que tout ça fasse une sorte de narration, en fait, que ça se tienne, qu'on n'arrive pas... parce que il y a eu un moment dans l'expérience où finalement les personnages finissaient par vouloir se faire la guerre, parce que c'était la seule façon que les enfants trouvaient de se rencontrer entre leurs personnages. Et donc il a fallu qu'on fasse revenir l'île comme le personnage principal, et que ce soit ce que l'île pouvait leur proposer, donc un cratère mystérieux qu'on a aperçu, je crois, à un moment, qui puisse recapter leur attention pour que les personnages soient mus en fait par une histoire commune. Ça, c'était assez intéressant. Alors, il y a un principe très fort de co-création ici, et on pourrait dire peut-être de ce qu'on appelle la délégation créative. La délégation créative, c'est une position artistique intéressante qui est née réellement avec le XXe siècle, dans les formes d'art dites contextuelles, c'est-à-dire où des artistes, des créateurs vont décider en fonction d'un lieu spécial qui a une histoire particulière, comme c'est le cas évidemment de cette île, de faire participer les personnes, de les faire contribuer en quelque sorte à la création de l'œuvre. Pourquoi est-ce que c'était important dans ce cas-là de déléguer et non pas de faire à la place justement des populations ? D'où vient ce désir au fond? C'est-à-dire que la position du créateur aujourd'hui doit être redéfinie d'une certaine manière, minorée peut-être par rapport à ce que chaque personne peut apporter? Moi, personnellement, je suis beaucoup dans cette posture-là, sur des questions d'art en commun, de effectivement déléguer, faire ensemble. Personnellement, c'est parce que je pense que l'œuvre commence à exister quand on l'a fait, et que je pense que c'est très intéressant de la faire ensemble, parce qu'il s'agit de la vivre en fait. Donc moi, c'est la façon que j'ai trouvé de faire ça, et le contexte s'y prêtait particulièrement, mais voilà, je ne peux pas en faire une généralité, mais je pense qu'il y a vraiment cette question de la délégation, elle est d'autant plus fondamentale quand on s'intéresse à la technologie. J'ai évoqué qu'il y avait une machine. C'est quelque chose qui est assez présent dans mon propre travail. Oui, alors là, on ne la voit pas vraiment. On ne la voit pas beaucoup, mais oui. Effectivement, il s'agit d'une assez considérable machine qui est un stock de mémoire. C'est une base de données qu'on peut consulter et où on prend connaissance de ce que les enfants ont fait, de la proposition que vous leur avez tendue en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est cette machine, pour aller vite, mais on la présente parfois comme une sorte de petit théâtre numérique, ou voilà, enfin... C'est avant tout un espace de création où il y a un certain nombre de contraintes en termes d'interaction sonore et visuelle, mais dans lequel on va pouvoir proposer différentes narrations. Et juste pour expliquer, il y a eu cette création qui s'appelle Panorama et qui tourne donc dans la machine. Aujourd'hui, cette machine a l'histoire continue en fait, et va y avoir une nouvelle création qui va exister dedans dans un autre contexte. Elle va partir en Norvège, et du coup je le dis à propos parce que ce caractère itinérant il est très important aussi. Ben voilà, la machine, c'est elle qu'on voit. Oui, c'est celle qu'on voit. Voilà. Cette dimension itinérante et le fait que chaque création est située parce que la machine peut se déplacer et déplacer avec elle le cadre technique, mais aussi le cadre de création qu'elle propose, ça c'était important. Très bien, donc peut-être pas une mise en crise de l'individualisme, mais en tout cas un souci du commun, une sorte de préoccupation. Donc pour le collectif qu'on va retrouver, merci donc Zoé, je vous applaudis, voilà, merci beaucoup. Voilà, en vous priant de m'excuser, de toujours aussi rapide, mais justement cette question du collectif traverse aussi le travail d'Isabelle Dailleron, donc avec lequel on va prendre connaissance maintenant. Donc, voici. Donc, vous nous proposez, donc ici c'est un PDF, Tombolo ou l'autre monde. Donc,
Ici, il s'agit paysage, médiation, roche, hein, sont les thèmes, roche au pluriel. Je rappelle que le tombolo en géographie est quelque chose d'assez rare. C'est une formation géologique qui est un cordon littoral constitué de sable ou de galets qui relie une île à la côte. Donc il y en a assez peu. Et celui-là, vous l'avez trouvé, vous aussi, en Bretagne. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser au tombolo ici? Eh bien, c'est au fond tout un imaginaire que vous allez révéler, ça m'a beaucoup frappé, que vous appelez l'autre monde, hein, en vous inspirant de croyances locales qui viennent de très loin, ou de... Bon, vous allez me corriger si je dis des bêtises. C'est l'idée qu'au fond, dans ces lieux-là, l'autre monde, on y accède toujours par l'eau. Hein, on n'y accède que par l'eau, hein, c'est bien ça. Et donc cet autre monde est peuplé d'esprits ou de forces comme ça qui peuvent prendre la forme d'animaux, comme cet animal presque totémique, hein, ici, dont vous parlez, qui est un saumon, le saumon de la connaissance. Voilà. Donc vous allez, pour finir, créer des objets de médiation en faisant, en quelque sorte, collaborer avec vous les habitants du lieu, de cette région. Alors je n'ai peut-être dit que des bêtises. Voilà, je vous écoute. Je vais me permettre de... allez-y. Voilà. C'est un projet très original. Voilà, donc je bonjour vous à écoute. tous, merci. Peut-être en introduction de dire, je suis seule aujourd'hui pour présenter le projet, mais c'est vraiment un projet collectif qui implique une équipe de designers du studio Idae, des artisans de l'association Lab, des artisans bretons, une historienne de l'art, et l'ensemble des participants, des habitants de Ploumanac qui ont répondu présent. Voilà, des Landes de Ploumanac. Hein, donc, alors, voilà, ouais. Ça ressemble un peu à ce que vous nous offrez en photographie. Exactement. Voilà. Donc le projet a été pensé pour le site du Conservatoire du Littoral à Ploumanac, à Perros-Guirec, un merveilleux site en Bretagne, qui est un des sites d'ailleurs les plus fréquentés en Bretagne, qui reçoit plus de 300 000 touristes par an. Et peut-être pour compléter ce que vous disiez, le point de départ en fait, du projet, c'était de dire aujourd'hui, à l'heure où on se questionne sur le statut juridique des entités naturelles, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait, puiser dans des récits millénaires pour repenser la manière dont on visite et dont on perçoit des sites touristiques. Donc le site de Ploumanac s'y prêtait particulièrement bien. Et avec l'aide de Marielle Brie, historienne de l'art, on est allé faire des recherches en fait, de différentes manières. Donc, dans un premier temps, sur des récits mythologiques celtes. Je pourrais développer un tout petit peu, justement, qui posent la question de la ressource eau et qui l'intègre dans des récits assez passionnants. Et en parallèle, nous, notre équipe de designers, on a fait énormément d'entretiens avec des personnes qui connaissent très bien le site, des habitants de Ploumanac, mais aussi des personnes de la LPO, des personnes de Natura 2000, des élus, les gardes du littoral évidemment, l'équipe de la Maison du Littoral. Et pour expliquer un petit peu le titre du projet, Tombolo ou l'autre monde, en fait, dans la mythologie celte, il existe des lieux remarquables qui est l'autre monde, qui est le lieu des divinités, des fées, et qui est le lieu de la connaissance. Et on y accède toujours en accédant à l'eau, donc en traversant une rivière, en prenant la mer, en allant à une fontaine. Et dans ces récits, un personnage qui est particulièrement important, c'est le saumon de la connaissance, et qui est tellement important qu'en réalité, pour devenir druide, par exemple, il faut avoir été métamorphosé en saumon au préalable. Et donc tous ces récits, on les a tissés en fait avec à la fois les connaissances des gardes du littoral, puisque aussi ils ont cette fonction en fait de transmission des connaissances du site, des récits et puis même des informations sur la faune, la flore, l'histoire de la formation du site, etc. Et tout ça a donné en fait un ensemble d'objets de médiation. Voilà. Donc, est-ce que ça c'en est un, par exemple, cet œuf? Tout à fait. De quoi s'agit-il? Peut-être nous l'expliquer. Ça, c'est un des objets de médiation qui représente en fait des œufs des différentes espèces d'oiseaux. Mais peut-être je veux juste
mettre l'accent sur une chose, c'est qu'en fait, on s'est aussi posé la question de l'impact en fait sur le milieu en travaillant sur ce site. C'est-à-dire, c'est un site extrêmement touristique. Comment en fait on va dans le sens du tourisme, c'est-à-dire d'une meilleure connaissance en fait du site, mais sans aller dans un surtourisme. Et donc en fait le projet en fait est composite. Il intègre la création d'un compte que j'ai ici, qui est disponible à la Maison du Littoral sous forme audio, mais aussi sous forme de brochure. Un ensemble d'objets de médiation qui est utilisé par les gardes du littoral, comme on peut voir, vous passez un peu vite, ici, et qui est utilisé pour faire des promenades en fait, sur le site. Un parcours sonore, une horloge des marées, et puis, on le voyait au tout début du PDF, des stèles. Là, s'il vous plaît, juste... Non, après. Là, voilà, juste si on peut rester juste là-dessus 2 secondes. Pardon, oui. Sur les stèles, en fait, qui sont installées sur le sentier des douaniers et qui marquent l'entrée, le seuil de l'autre monde. Alors, qui dit médiation, dit d'une certaine manière contact ou même perte de contact, puisqu'il faut produire quelque chose pour rétablir le contact, en quelque sorte. Oui, non? Ces objets que vous créez sont des objets fonctionnels, symboliques, mais fonctionnels. Alors, au fond, qu'est-ce qui est recherché? Vous les distribuez aux gens? C'est ce que j'essayais d'expliquer. Bien sûr, oui, en fait, on a des stèles. En fait, les stèles, la question de l'accès... Excusez-moi, je viens d'un monde matérialiste, vous savez. Non, mais je vais vous répondre. Mais où tout symbolique a disparu. Ce projet est composite et intègre en fait des objets symboliques et des objets d'usage et du texte et du son. Et en fait, tous les objets de médiation n'ont pas le même niveau d'appréhension, en fait. Donc on a des stèles qui posent la question aussi d'aujourd'hui, comment on accède à un site du Conservatoire du Littoral. C'est vrai que dans les années 90, s'est développé un ensemble de parkings en fait, à 2 pas en fait, des sites. Aujourd'hui, il est sans doute nécessaire de recréer des sas pour justement faire que quand les gens sortent de leur voiture, il y a un temps, il y a une pause pour justement se préparer au merveilleux, parce que ces sites sont littéralement merveilleux. Et ensuite, donc pour vous répondre sur les objets, donc on a les objets de médiation qu'on a vus très rapidement, qui étaient après, donc qui sont des objets en fait qui donnent des informations sur. Là, par exemple, c'est des lunettes pour voir comme un goéland. On a des lunettes pour voir comme un saumon aussi. On a une canne des fonds marins qui permet de donner à voir à gauche les différentes espèces en fait, de poissons en fonction de la profondeur de l'eau. Et à droite, c'est une volvelle qui donne à voir les espèces du site et qui permettent de créer des chimères. Alors, quelle est la réaction des personnes, justement, à qui vous proposez cet outillage symbolique, d'une certaine façon ? Est-ce que c'est du folklore pour eux ou est-ce que ça va plus loin? Parce qu'il faut aller au-delà de la folklorisation du monde. C'est un des grands enjeux culturels. Je pense que tout le monde est d'accord. Bon, le folklore n'est pas une mauvaise chose, puisqu'il peut nous amener vers la vérité, vers l'identité d'un monde dont souvent on a perdu les traces, mais il tend à en faire un spectacle, un dispositif de divertissement. Donc ce n'est pas forcément une très bonne chose pour la compréhension profonde. Quelle est la réaction des gens, finalement ? Le public est tellement différent. Il y a des touristes qui vont aller sur le site et qui vont juste voir les stèles et qui vont se dire « Ah, mais c'est des beaux objets parce qu'on a fait travailler des super artisans que je peux peut-être citer. Pascal Arnois, Gaël Le Tellec, Xavier Monsergent. Sculpteur sur bois, prototypiste, tourneur, voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont rentrer un peu plus, qui vont rentrer dans la Maison du Littoral, qui vont prendre le temps d'écouter, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans le parcours sonore, on a des récits de plongeurs, de pêcheurs de Coquille Saint-Jacques, d'habitants de Ploumanac, qui vont justement donner des informations sur l'histoire du site. Donc en fait, on a, par ce projet, composite dans sa forme, mais aussi dans le fond, permet différentes entrées pour différents publics. Très bien. Alors là, je vais faire un pas de côté un petit peu, mais qu'en est pas vraiment un, parce que je vais demander à Caroline Nafegui, vous avez accompagné ce travail, et je voudrais ici faire intervenir une de ces personnes. Bon, on a Lucie Campos aussi, qu'on entendra dans la table ronde suivante, qui justement travaille avec les créateurs. Je ne sais pas exactement quelle est la nature des liens qui sont les vôtres, mais qui en tout cas accompagnent une création. Voilà. Et donc, sur ce cas et sur d'autres, je voulais simplement que vous nous précisiez quelle est votre fonction exactement, comment vous l'abordez,
quelle est la relation que vous tissez avec la personne qui vient pour créer? Est-ce que vous avez un lien particulier avec le territoire choisi? Par exemple, comment opérez-vous? Vous qui connaissez le design, évidemment, puisque vous dirigez une école donc, de design. Je ne la dirige pas, mais oui, enfin, j'y contribue. Oui. Déjà, Monde Nouveau, c'est un territoire en soi dans la manière dont on a procédé. Parce que je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment d'histoire équivalente. Donc on a appris à se connaître et à faire ensemble, réunis par Bernard, sans trop savoir ce qui nous attendait. Si ce n'est qu'on a reçu énormément de dossiers, on les a sélectionnés et on a commencé à rencontrer les uns et les autres pour identifier, à partir des notes d'intention, ils avaient remis juste une note d'intention, comment on allait pouvoir aller jusqu'à... C'est très maigre d'ailleurs, hein, les notes d'intention. Oui, mais c'est ça qui était formidable, curieux, c'est que de la note d'intention pour passer au projet, ils recevaient une petite bourse qui a permis justement ces rencontres avec les différents acteurs pour donner un principe de réalité aux propositions qui étaient faites. Et je me souviens quand on faisait la sélection avec le comité des projets, ça paraît un peu anecdotique, mais ça dit quand même beaucoup sur le design. Les uns et les autres, ils me disaient mais elle est où l'œuvre, c'est quoi en fait le projet? Et ce qui était quand même une singularité, je pense, des projets, en particulier de design, c'est-à-dire d'avoir l'intention de travailler sur des enjeux, notamment écologiques, ou des enjeux d'imaginaire, ou d'avoir identifié un site, et notamment le littoral a joué un rôle important, parce que ce sont des sites qui ont permis de faire émerger des propositions, des formes, des recherches, voire des filières, des créations de filières, qui n'auraient pas pu émerger s'il n'y avait pas eu cette proposition de travailler avec le littoral. Déjà parce que le littoral, on n'attend pas forcément le design à cet endroit-là. On me demandait souvent, mais la création de mobilier, elle est où? Quelle forme ça va prendre? Donc un contexte très singulier et la possibilité, grâce au financement qui était attribué et l'accompagnement. Alors évidemment, il y a bien sûr le comité et dont je fais partie et Lucie également, mais aussi surtout l'accompagnement des gestionnaires du littoral et bien sûr de l'équipe du conservatoire qui a aidé justement à aiguiller sur ce qui était possible, pas possible, parce que d'intervenir sur des sites qui sont protégés, là on parle bien de collecte, a priori on ne collecte pas justement, puisqu'ils sont protégés. Alors question, combien de projets avez-vous accompagnés? Une petite cinquantaine, je dirais. Alors comment est-ce simplement possible? Comment est-ce qu'on peut trouver le temps d'accompagner 50 projets? On n'a fait que ça. Sauf à se sacrifier, de s'inscrire dans une dimension sacrificielle de son propre temps. Ouais. Si ça s'appelle du sacrifice, moi je veux bien me sacrifier tous les jours et on attend le prochain Monde Nouveau. Vous êtes notre Iphigénie Non, on était tous dans le même cas. Hein, et c'est pas nous qui faisions les projets. On les accompagnait, on les guidait. Maud était là surtout aussi pour la production et son équipe. Donc on était plutôt là comme aiguillonneurs, facilitateurs. On était en dialogue avec eux. Enfin, les projets sont portés par eux. Après, je pense que le rôle qu'on a joué, c'est aussi de sélectionner des projets qui étaient justement plus des projets de recherche et qui portaient des potentiels et qui, aujourd'hui, à mon sens, révèlent aussi une grande part des métiers du design qui étaient peut-être moins connus. Et souvent, on entendait Bernard Alors, laquelle, par exemple? Bernard, il me disait toujours, mais pourquoi tu parles de design? Parce qu'on attendait plutôt une production industrielle derrière le design. Et là, on était plus dans ce que lui a identifié par rapport à ce que vous faisiez tous, une écologie des pratiques, c'est-à-dire comment le design se positionne à la fois comme créateur d'objets manifestes sur des situations données, mais aussi comme création de filières à partir de collecte, je ne sais pas, des déchets marins, comment on peut en faire une filière à destination de la pêche, puisque ces déchets sont même issus de la pêche. Ou je sais qu'Adrien Testard, et là j'ai aperçu tout à l'heure, qui a travaillé sur une collecte de matières sensibles, comment on peut construire un nuancier sensible à destination justement des architectes, des collectivités qui bordent ce littoral, pour avoir un objet de référencement de matières, de couleurs, de formes, et qui permettent de ne pas construire n'importe quoi, mais de s'inspirer de ce référencement. Donc c'est ce type d'objet qui est donc né de cette recherche, la recherche ayant été construite
au fur et à mesure de ce travail avec Monde Nouveau, et elle n'existait pas a priori, elle fait émerger finalement un document, un livre, un objet qui devient à la fois un objet très utile, mais qui permet aussi d'ouvrir la manière dont on appréhende ces territoires. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vous remercie. La question que je me pose, c'est la question de la singularité par rapport à l'universalité. C'est-à-dire que dans le design, il y a évidemment une tendance à relativement uniformiser la proposition, la forme efficace, la forme utile qui est donnée à quelque objet qu'on prenne en charge. Mais là, par exemple, dans le cas d'Isabelle Daéron, par exemple, on a des objets extrêmement spécifiques. Ils n'auraient pas existé dans un autre contexte. Enfin, je ne pense pas. Enfin, vous voyez, comment vous réagissez à ça? Puisqu'au fond, ça devient presque un design de niche, on pourrait dire, ou un design spécifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au fond, en tendance, on va vers quelque chose qui est de l'ordre de la dissémination totale des formes. Alors que bien souvent, le design cherche à produire une sorte de forme efficiente, comme ça, qui va être distribuée le plus largement possible. Là, c'est l'inverse. Je pense que le design était et est toujours effectivement dans cette notion de reproductibilité, mais pas seulement. Je pense qu'elle est aussi beaucoup dans la question de comment on design un scénario de filière, par exemple, de sa ressource jusqu'à son objet final. Et je pense que chez Isabelle, ce qui est intéressant, c'est la manière aussi de mettre ensemble tous ces acteurs pour finalement faire émerger et donner forme à une sorte de manifeste aussi autour des imaginaires, mais aussi de ce qu'est ce territoire-là en particulier et comment elle le donne à voir. Et son design n'est pas juste l'objet, il est plutôt dans la mise en commun de tous ces éléments qui vont à un moment donné dessiner ce projet. Alors par exemple, si je vous montre cet intérieur, juste Isabelle et donc Caroline, ici, est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Est-ce que vous l'avez découvert dans le lieu? Qu'en pensez-vous? Enfin, Isabelle, peut-être? Qu'est-ce que vous voulez dire par créer le lieu? Le lieu, c'est la maison du littoral. Ah oui, vous devriez y aller, parce que c'est vraiment très beau. La scénographie de l'intérieur de la maison du littoral fait partie du projet. C'est un espace en fait où est présentée une mise en espace du parcours sonore. Il y a des fresques très immersives qui donnent des représentations des espèces aussi qui vivent sur le littoral. Et on a d'autres images, mais on a aussi une horloge des marées qui est un indicateur des marées, qui est un objet en bois sculpté qui doit peut-être après, je ne sais plus. Là, voilà, à droite. Et si vous allez la slide d'après, vous avez sans doute un zoom ou quelque chose. Voilà. C'est un indicateur des marées réinterprété qui donne à voir les espèces visibles en fonction des horaires de marée. Très bien. Bon, merci. Ajouter quelque chose, Caroline? Non? Si vous le souhaitez. Non, allez-y, allez-y. On est toujours tenu par le temps. Oui, mais justement, je pense que c'est bien d'entendre les artistes plutôt. Très bien. De toute façon, je ne bouge pas. Merci Isabelle. On vous applaudit, bien sûr. Merci à Caroline aussi. Et on va donc maintenant passer dans un domaine qu'on a assez peu abordé jusqu'à présent, qui est le domaine musical. Donc, avec Grégoire Lorieux. Donc, Grégoire, vous êtes musicien, électroacousticien. Vous avez un micro, voilà, pardon. Oui. Donc, en ce qui vous concerne, il s'agit ici d'un travail que vous allez réaliser dans une forêt qui s'appelle la forêt d'Orient. Vous nous direz exactement où elle se situe. Est-ce qu'elle est près de la mer? Est-ce qu'elle est près d'un lac? Et ce travail consiste à capter des sons, mais aussi à faire jouer de la musique dans un milieu naturel, qui est celui, en l'occurrence ici, de la forêt littorale, on pourrait dire, ou de la forêt lacustre. Bon, alors, vous nous avez proposé deux films. Alors, évidemment, si je mets ces films en sourdine, ça pose un problème, puisque la question ici est le rendu musical, donc ça posera un problème. Comment allons-nous présenter les choses? Peut-être pouvez-vous, pendant que nous allons entendre de loin le loutard barbu, donc nous présenter un peu la manière dont vous avez travaillé. La forêt d'Orient se trouve à l'est de Troyes. Elle s'appelle comme ça parce qu'en fait elle se Troyes trouve dans l'Aube. À l'est de Troyes dans l'Aube, oui. Donc en fait c'est un site très intéressant du Conservatoire du Littoral. Alors les gens sont étonnés que ça fasse partie du Conservatoire du Littoral, mais en fait parce qu'il y a des grands lacs.
Et ces grands lacs sont, figurez-vous, des lacs artificiels qui ont été immergés. On en voit une image ici. Oui, à la fin des années 50-60, de mémoire, je dis peut-être une bêtise. Et donc c'est devenu, il y a encore une mémoire assez vive de ça chez les anciens. Et ces lieux sont devenus un havre de biodiversité en fait. Et c'est très intéressant d'avoir cette forêt qui est une forêt ancestrale, avec ces lacs très neufs qui sont devenus aussi des lieux de tourisme. Et d'ailleurs, ça a été intéressant quand on a voulu proposer cette pièce de Raymond Murray-Schaeffer, qui est un compositeur qui est d'ailleurs décédé pendant que j'étais en train de faire la note d'intention à l'été 2011, qui est l'inventeur du thème du paysage sonore. Et à l'époque, Murray-Schaeffer voulait quelle est sa nationalité? Canadien. Vous pouvez nous le présenter très rapidement? Oui, voilà, c'est un compositeur canadien qui a beaucoup œuvré pour sauvegarder les paysages sonores, en tant que finalement même les déposer à l'UNESCO en fait. Mais en créant de la musique pour ces paysages? Non, en enregistrant. D'accord. En faisant donc c'était un des premiers pratiquants du field recording. recording. Comme Bernie Krause par exemple. Oui, mais vraiment sur l'idée de l'environnement, qui doit être l'environnement sonore qui doit être sauvegardé. Par exemple, il y a eu tout un travail aussi fait dans un village de pêcheurs en Bretagne, où tout l'environnement sonore a été enregistré pour mémoire. Et ce travail de la mémoire sonore des lieux est très important, parce que je vais aussi travailler sur les chants d'oiseaux. Mais là, on a présenté une pièce de Murray-Schaeffer pour 12 trombones, qui est une pièce qui doit être jouée autour d'un lac. Et donc, c'était parfait pour ce lieu-là. En fait, c'était un peu le début du projet, c'était de présenter cette pièce, en fait, et de présenter ces deux mouvements. Il y en a un qui se fait à l'aube et l'autre qui se ferait au crépuscule. Donc, de jouer comme ça sur les seuils de perception et d'inviter en même temps le public à venir à ces endroits un peu charnières où finalement l'activité touristique n'est plus ou n'est pas encore en place. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que tous les lieux, évidemment les lieux les plus beaux du site sont les lieux les plus protégés, et donc des lieux inaccessibles pour le public. Donc là, il y avait une sorte de hiatus qui était de à la fois présenter la beauté des lieux, mais en même temps ne pas pouvoir y accéder. On a toujours bien dû y accéder d'une manière ou d'une autre, alors. Comment ça s'est passé? Alors là, on a choisi finalement un lieu qui était un peu entre deux, c'est la plage. Une plage qui se trouve sur une des plages les plus sauvages du lieu, mais qui est la journée une plage de baignade en fait. Très bien. Alors je vois que votre travail est traversé. À un moment, j'ai vu le nom d'Olivier Messiaen, par exemple. Bon, le travail sur les oiseaux. Excusez-moi, c'est peut-être une référence qu'on vous fait un peu trop souvent, mais j'ai eu l'impression que vous aviez ce désir de produire ce qu'on appellerait aujourd'hui une éco-acoustique d'une certaine façon, c'est-à-dire faire de la musique, pas seulement, on pourrait dire une sorte d'objet immatériel, donc qui brasse de l'air, mais de manière à nous inscrire dans une sorte de sentiment d'harmonie, mais quelque chose qui soit beaucoup plus reliant et qui nous ramène beaucoup plus à la dimension du sol, de l'atmosphère, du cosmos, du réel en quelque sorte, du monde habité, notamment de l'environnement naturel. Oui, non? Oui, tout à fait. C'est effectivement. C'est pas de la musique de concert, voilà, pour dire les choses. C'est pas de la musique de concert, c'est une musique in situ. C'est une musique in situ, c'est-à-dire les concerts d'oiseaux. Donc là, peut-être qu'on peut passer à la deuxième vidéo, du coup. Voilà. Vous pouvez couper le son, c'est pas. Oui. Alors, la voici. Ouais. Donc, je coupe le son. On va peut-être le laisser un petit peu. Oui, laissez-le en sourdine, voilà. Ouais, bon. Donc, effectivement, Olivier Messiaen, on m'en parle souvent. D'ailleurs, Bruno Messina, qui est le rapporteur du comité Monde Nouveau pour la musique, a invité l'itinéraire, donc qui est l'ensemble dont je suis co-directeur et qui a porté le projet. Donc, c'était les musiciens de cet ensemble qui ont joué les pièces. Donc effectivement, Olivier Messiaen, lui, on connaît Olivier Messiaen qui déjà très jeune
notait les chants d'oiseaux, prenait les chants d'oiseaux en dictée comme si c'était de la musique en fait. Et il le faisait aussi dans une démarche théologique, c'est-à-dire il appelait les oiseaux les petets serviteurs de l'immatérielle joie. Oui, c'est Saint François d'Assise. C'était Saint François d'Assise un Saint François d'Assise du XXe siècle, ou un Orphée du XXe siècle. Et il n'avait pas idée, en prenant ces chants d'oiseaux en dictée, qu'il le faisait aussi pour mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, il le faisait lui en référence à une nature qui n'était pas en danger. Mais aujourd'hui, quand je prends un chant d'oiseau et que je le fais jouer, je prends des chants d'oiseaux disparus. En fait, je prends l'outarde barbu ou le traquet rieur. Ce sont des oiseaux qui ont disparu de France depuis quelques années. Donc en fait, le fait finalement de réimplanter quelque part de manière même artificielle ces chants et de les faire jouer, ça a aussi une valeur un peu réparatrice. Bien sûr. C'est le travail qu'avaient fait Lucy et Georges Horta, donc cette symphonie pour le monde sauvage absent, que vous connaissez peut-être, donc qu'ils ont réalisé à 4 reprises. Ils ont commencé à Banff, donc à l'ouest du Canada, dans une zone forestière où en effet beaucoup d'espèces soit ont disparu, soit en voie de disparition, et ils ont créé une symphonie donc pour restituer le son de ces animaux, le son qui est joué par des chanteurs comme un chœur. C'est comme le chœur antique, mais on ne chante plus la grandeur ou la sagesse des dieux, comme dans les chœurs antiques, mais on chante tout simplement le chant des animaux, ou le brame, ou le cri des animaux qui ont disparu. Autre chose, je pense, de quoi nous parlez-vous ici? Atelier de préparation être oiseau, en même temps, tout ça s'accompagne d'un volet pédagogique, j'ai l'impression. C'est une pièce participative, être oiseau, qui donc met en scène le public, qui est invité à se produire avec les musiciens et à endosser finalement quelque part le plumage d'un oiseau, j'ose pas dire la peau, vous voyez, le plumage d'un oiseau en prenant une percussion. Et en fait, finalement, lorsque je donne 4 triangles à des enfants ou des adultes qui vont pouvoir dialoguer dans une parcelle forestière, ils sont eux aussi une espèce d'oiseau qui communique et qui habite son territoire par le son, par la communication sonore. Très bien. Alors, vraiment quelque chose de tout à fait original. Je vois même le mot féral. C'est un terme qu'on emploie de plus en plus aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Vous pouvez peut-être le dire, parce que ça nous emmène sur les marges de la normalité ou de l'usage des végétaux. De quoi s'agit-il? Ce qui est intéressant, ce qu'on a la chance d'avoir pu faire, c'est d'investir l'espace forestier la nuit. Et donc on a proposé des concerts nocturnes. Donc on a l'apparition d'une biche comme ça qui permet de donner une sorte de magie qui va arriver comme ça. Et Féral, c'était une proposition de la violoncelliste de l'ensemble qui s'appelle Myrtille Hetzel, qui a proposé une performance musicale nocturne où elle a cherché des endroits un peu spéciaux de cette parcelle forestière et a essayé de proposer des sons qu'elle imaginait avec une certaine sauvagerie. Et la rencontre avec l'animal a été aussi un moment très fort de ce festival où effectivement, la nuit, on perd les repères, on perd nos repères à la fois visuels mais aussi auditifs. Et on est quelque part mis dans une situation un peu virginale face au son. Alors, je vais poser une question qui gratte un peu, mais est-ce que la colonisation musicale, culturelle des forêts n'est pas simplement une forme d'agression pour le monde animal et le monde végétal? Enfin, oui. Excusez-moi, c'est une question qu'on doit poser aujourd'hui. C'est une question qu'on s'est posée, que je me suis posée directement dès l'entame du projet, effectivement. Et moi, j'avais vraiment à... Alors, c'est pas une rave party, c'est des instruments, classiques. Peut-être que les animaux aiment les rave parties, vous voyez. C'est des instruments qui vont intervenir de manière très. Et alors, j'ai posé la question à des personnes de l'ONF qui m'ont dit que les oiseaux étaient d'abord, par exemple, curieux, puis voyant qu'il n'y avait pas de danger, s'en allaient. Donc, en fait, finalement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu à la manière d'un observatoire. Vous savez, quand on construit des observatoires pour pouvoir regarder les oiseaux au bord d'un lac, on construit une architecture qui va
qui va pouvoir permettre d'être caché. Bien, moi, quelque part, j'aimerais arriver à faire la même chose en musique, c'est-à-dire à poser des observatoires sonores où en fait on va pouvoir venir écouter les sons de la nature dans une idée musicale. C'est-à-dire c'est pas seulement des sons qui vont accompagner, c'est-à-dire c'est des interventions musicales qui vont, comme je dis souvent, tracer un trait à l'intérieur du paysage sonore de manière à le magnifier ou le... Oui, alors c'est vraiment intéressant. Il y a tout un courant aujourd'hui, il faut bien le dire, de l'art de l'observatoire sonore, hein, c'est-à-dire de rechercher les traces de son d'un monde aujourd'hui où finalement il devient quasiment impossible d'entendre autre chose qu'un monde anthropique, c'est-à-dire où la présence de l'homme est là. Hein, c'est quelque chose devenu très, très rare. Enfin, Murray Schaeffer avait cette réflexion, c'est-à-dire il rejetait complètement les sons anthropiques. Et je crois qu'aujourd'hui, les sons anthropiques, il faut les accepter tels qu'ils sont, c'est-à-dire en fait, on était dans des parcelles où on entendait la route. Et les animaux aussi entendent la route, en fait. Donc, finalement, je pense qu'il ne faut pas avoir de discrimination sur les sons anthropiques. En fait, elle est prendre dans le paysage sonore tel qu'il est. Il y a eu une évolution. Hein, c'est Bernie Krause, hein, le grand acousticien, nous disait « Essayez d'imaginer ce qu'entendait un terrien au XVIIIe siècle avant l'ère de la machine, vous voyez, dans sa journée. Un paysan, par exemple. Vous voyez, à part le vent dans les feuilles, les oiseaux, quelques sons animaux, le bruit de la terre qui se retourne ou sur laquelle on marche, et ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'on entendait le bruit du sable ? Alors on va applaudir Grégoire, merci beaucoup Grégoire Lorieux. Et je pose la question, est-ce qu'on entendait le bruit du sable qui s'écoule ? Parce que je vais passer la parole donc à Marion Pininfo et Raphaël Pluvinage. Alors vous êtes des designers un peu particuliers, vous êtes intéressés aussi par les matériaux on pourrait dire naturel, par la biodiversité, et vous avez créé une machine low-tech dans le cadre de Monde Nouveau, tout à fait étonnante, sur un site qui est le site de... Alors donc, c'est Polig. Hein, oui, c'est le site de Lens de Polig. Voilà, c'est près de Perpignan, oui. Ou le Barcarès, oui. Voilà. Port-Vendre. Voilà, entre Bannius et Port-Vendre. Et donc, le projet s'appelle En Cascade, et je vais vous le présenter pendant qu'ils expliquent ce que c'est, je vais retrouver les images. Voilà, et il s'agit d'une machine low-tech qui utilise le sable. Le sable, évidemment, quelque chose d'important. Vous savez que c'est un matériau en voie de disparition aujourd'hui, hein, qui donne lieu à une très grande contrebande, hein, on pourra en parler, et qui donc n'en est que plus précieux, comme on peut l'imaginer. Pouvez-vous nous présenter ce travail pendant que je recherche les images ? Je commence. Alors oui, du coup, on a imaginé un projet qui s'appelait En Cascade mécanique sablonneuse, et on l'a imaginé sur le site de Lens de Polig, qui est une ancienne dynamiterie au bord de la Méditerranée, et qui a fermé au début des années 90, et qui était la dynamiterie de Alfred Nobel. Et donc nous, on a imaginé une micro-architecture automate. Alors, automate, mais il faut l'alimenter quand même. Et oui, alors toute l'énergie... Comme n'importe quelle machine. Bien sûr. Et alors, cette cabane utilise le sable comme unique moyen de propulsion. Voilà, alors j'ai retrouvé les images. Je suis désolé, vous ne les voyez peut-être pas vous, mais on voit le petit film que vous avez aimablement confié. Donc on voit une sorte d'édicule, en mouvement, où tout est en mouvement en l'occurrence, et ce qui constitue la possibilité du mouvement, c'est l'écoulement du sable, si j'ai bien compris, c'est-à-dire quelque chose de très élémentaire, juste utiliser la gravité, le poids, comme ça, d'un matériau pour faire fonctionner une machine. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est propre à notre pratique d'habitude, l'histoire du low-tech. Je pense plutôt le terme d'économie de moyens, mais on aime bien essayer de chercher une sophistication dans les faits, aussi sophistiquée que ce qu'on pourrait avoir avec un micro-ordinateur et des moteurs et une électronique compliquée, avec les matériaux les plus basiques possibles. On travaille souvent avec du papier, du carton, et là on s'est mis à travailler avec du sable. Et le choix du site, il était double. C'était à la fois, il y avait une question vraiment très pragmatique,
pour notre sujet, c'est qu'il fallait du sable. Donc en fait, le site, on est à 50 mètres de la plage, donc c'est le sable de la plage qu'on a emprunté, qu'on a remis après le lieu. Je me demandais où est-ce qu'est installée cette machine. Elle n'est pas en plein air. Et le deuxième point pragmatique, c'est qu'il fallait, parce que c'était très léger en carton, être abrité. Et en fait, le site, comme a dit Marion, c'était une ancienne dynamiterie. Et donc ce lieu était l'ancienne chaufferie de la dynamiterie. La dynamiterie, en fait, il y avait 84 bâtiments, ça a été fermé en 1984. Et certains bâtiments ont été conservés. Et ça, c'est une halle qui aujourd'hui est vide, mais qui, en fait, à l'origine, avait une multitude de machineries que je ne connais pas, mais qui permettaient de chauffer tout le site. Donc c'est une halle qui se trouve vraiment à 50 mètres de la plage. Alors, j'imagine que vous avez mis ce travail à l'épreuve du public, d'une certaine façon. Vous en avez fait une œuvre participative. Comment est-ce que ça s'est passé ? Vous avez invité les gens à venir déposer du sable, à faire fonctionner. Alors le public rentrait dans cette halle, découvrait l'installation de l'extérieur. Donc vous voyez toutes les animations. Il y avait à peu près plus de 70 cases animées, sans savoir comment ça fonctionnait. Et donc du coup, une fois qu'il est rentré dans la cabane, il voyait toute la face qui est blanche et tous les mécanismes. Et il y avait du sable à l'intérieur de la cabane, sur tout le sol, et des petits arrosoirs, des petits bacs. Et il pouvait remplir le bac de sable et le verser dans tous les réservoirs, faire fonctionner chaque tableau. J'imagine que c'est eu un très grand succès. Néanmoins, on peut se poser la question de la valorisation symbolique ici de ce low-tech auquel vous avez l'air de tenir, c'est-à-dire la basse technologie. C'est un enjeu aujourd'hui, c'est même un enjeu de la décroissance, ou bien à l'inverse du technosolutionnisme, de dire l'hypertechnologie nous sauvera. Quelle est votre position ? Est-ce qu'ici vous voulez exprimer quelque chose dans cet ordre-là ou pas ? Ou au contraire, c'est purement honnêtement, imaginaire. je ne pense pas de manière consciente. C'est-à-dire qu'au point de départ du projet, on ne se dit pas... on ne va pas faire une démonstration de on peut faire fonctionner des choses sans énergie. Ce n'est pas le but d'être démonstratif ou pédagogique. C'est faux, parce qu'il y a l'énergie humaine. Exactement. Oui. Mais on réfléchit simplement en termes de force émotionnelle du projet, je pense, quand on fait ce genre de choix. Et c'est la raison pour cette question de l'économie de moyens. C'est pareil, c'est plus une question de bon sens. C'est-à-dire que le sable, il est là, on préfère prendre du sable qui est là, mais il y a aussi une question de force. C'est-à-dire qu'on sait que... nous, tout simplement, on est plus pris au trip quand c'est simplement du carton, du sable qui fait bouger ces trucs-là. Ça aurait été en des matériaux plus lourds, en alu, en trucs plus lourds avec des moteurs. Je pense que ça n'aurait pas le même effet. Après, c'est comme ça qu'on pense les projets, plutôt à l'intuition, et c'est à l'effet produit. Et je voudrais poser une question sur la fragilité qui est assumée. Mais quel est le devenir justement de ce genre d'objet ? Certes, sur le plan du sensoriel dont on parle dans cette seconde table ronde, de la collecte sensorielle, c'est sûr, j'ai l'impression qu'on fait le plein. On fait le plein de sensations quand même très originales ici. C'est quelque chose de tout à fait inattendu. En revanche, la fragilité, le devenir, où est-elle cette œuvre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle est cassée, la question de la fragilité et de la manipulation, par la nature de notre travail, se pose à chaque fois qu'on monte des projets. Et en fait, c'est quelque chose qui est maîtrisable. C'est-à-dire que le curseur, c'est pas un objet qui est super robuste, la Cité des Sciences, où les gamins peuvent appuyer, et le truc qui est hyper fragile en papier. Il faut arriver à se placer, il faut arriver à faire confiance au public, à manipuler les choses précautionneusement. C'est ça qui fait, je pense, la fascination dans ces projets. Donc là, elle est stockée dans un conteneur. Alors il y a un peu de maintenance, mais surtout par notre faute, par des choses qui étaient mal conçues. Ça reste du carton. Et on espère qu'elle va être remontrée. Alors moi je me tourne de nouveau vers Caroline, puisque vous avez accompagné, je crois, ce projet. On pourrait parler d'une catégorie qui serait le design sensible, par exemple. Oui, non. Comment vous percevez ce travail en tant que designer ? Il manque un élément dans ce qu'il raconte des projets et de comment ils en arrivent là. Je pense d'abord il y a la question de la mécanique de la matière et ce que permet le sable, puisque le point de départ c'était du sable qui est passé dans un seau et qui en ressort, et de là est née cette idée de se dire dans cet écoulement, qu'est-ce que produit le sable mécaniquement possible. Et l'autre chose, je pense, qui est important de relever, c'est que dans leur travail, il y a toujours l'aboutissement d'un livre-jeu. Alors, je ne sais pas si là, vous avez l'intention de le faire, mais dans cette fragilité du papier et de comment on peut s'emparer justement de
de comment la matière devient mécanique et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je pense que ce serait intéressant que vous en disiez un mot de ces livres. Je veux compléter la première question. C'est vrai qu'en fait, le point de départ du projet, c'est pas spécialement la mécanique, c'est plutôt les phénomènes liés au sable. En fait, quand on a commencé le projet, on était sur une plage et on voyait l'écoulement du sable. Et ça nous fascinait de voir ces grains passer à une certaine vitesse et la fluidité. Et on a exploré plein d'autres phénomènes scientifiques et physiques. Il y a toute une physique du sable. Il y a des études géométriques sur le tas de sable qui sont assez complexes parce que c'est un matériau qui est ni liquide ni solide. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle la physique granulaire. Donc on s'est plongé dans cette documentation et en fait, nous, on est proprement fascinés quand on s'intéresse à ces questions-là. C'est très, très complexe. La manière dont, je ne sais pas si vous le savez, mais les grains de sable se positionnent toujours d'une certaine façon à un moment donné. Voilà, bon, j'ai dans ma famille un géosédimentologue de réputation mondiale, donc j'ai eu droit à de véritables conférences à table sur le positionnement du grain de sable. Tout ça a l'air un peu léger, mais ce n'est rien d'autre que le fonctionnement du monde, vous voyez, dans sa complexité. Donc, je comprends très bien ce que vous me dites. Le simple écoulement du grain de sable est un truc assez complexe. Très complexe. Et complexe à prévoir. On avait prévu dans tout le projet des pentes à 27 degrés parce que ça s'écoulait très bien. Un mois avant de lancer 2 jours avant de lancer toute la production, c'est-à-dire un mois avant l'exposition, le sable ne s'écoule plus parce que le taux d'humidité a monté dans l'air en fait. Trop humide c'est passé à 30 degrés, l'angle nécessaire. Donc on a mis 35 par sécurité. Et qu'il ne fallait pas que ça aille trop vite pour pouvoir avoir cet écoulement, prendre le temps de voir les grains. J'espère que vous n'avez pas réchauffé votre sable au moyen d'énergie fossile, hein, parce que dans ce cas-là, c'est une catastrophe écologique. Hein, donc, on a juste changé les paramètres, mais bon, c'est un phénomène, une caractéristique parmi tant d'autres. Et sur le deuxième point du cahier, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas eu le temps ici, mais dans nos projets, on fait souvent des projets à des échelles et de nature différentes, c'est-à-dire que ça c'est en très grand, avec un public qui est ensemble, et on fait aussi des projets en très petit, où le public est plutôt dans un rapport plus intime avec le projet. Donc pour ce projet-là, on a aussi développé un cahier de jouets en fait. On retrouve les mêmes principes, on vient monter les jouets en papier, enfin des jouets ou des... Je sais pas si c'est des jouets ou des objets à contempler et qui sont à manipuler. Alors, je trouve que du point de vue environnemental, c'est important déjà le fait de convoquer le sable. Je disais tout à l'heure, vous savez que ça devient un des matériaux naturels les plus rares qui soient. Il est de plus en plus cher et il est à l'origine de trafics mafieux très importants. Il faut savoir par exemple qu'une ville comme Singapour, un tiers du sable de construction n'a jamais pu être comptabilisé quant à son origine. Vous voyez, donc autrement dit, tout ça est clandestin, ce sont des trafics. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Moi, je vis dans la vallée de la Seine, pas très à 100 km d'ici, où vous avez ces fameuses carrières de sable, ici près de Rouen, donc les Andelys, vous avez le château, là, le fameux château des Andelys. C'est un spectacle terrifiant de voir comment on abaisse le sol de 14 mètres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout un seul grain de sable. Voilà, avec cet alibi environnemental, les compagnies qui bénéficient donc ici de l'accord d'exploitation de l'État replantent, bien sûr elles replantent, mais 14 mètres plus bas. Vous voyez, bon, c'est ça aussi la disparition, on pourrait dire, des matériaux fossiles. Hein, aujourd'hui, c'est un véritable problème. Bon, peut-être qu'on regardera bientôt dans quelques décennies ou j'espère plus longtemps, cette œuvre en disant « Ah oui, ça s'appelait le sable, vous voyez, c'était quelque chose, il y en avait beaucoup. » Ça sera exactement comme les cascades d'Islande de cet artiste qui s'appelle Rouri, donc qui sait que d'ici 30 ans, il n'y aura plus une seule cascade en Islande du fait du réchauffement climatique et qui les enregistre et donc qui met les enregistrements au musée de Reykjavik pour que les enfants du futur puissent aller écouter le bruit des sources de leur territoire. Mais ce sont des choses assez... Bon, on y arrive par le biais, mais c'est assez intéressant. Donc je vous remercie, bravo à vous tous, merci. Voilà, et pour conclure cette seconde table ronde sur la collecte sensorielle, eh bien... Donc je vais donner la parole à Jean-François Spricigo, ici photographe, qui justement, lui, s'est attaché à une véritable quête sensorielle, donc qu'il a menée donc très très loin d'ici. Alors je vais vous retrouver les images, de nouveau j'ai encore éteint mon matériel, mais c'est pas bien grave.
vous avez décidé d'aller donc dans ces territoires ultramarins qu'on évoquait tout à l'heure, Mayotte, la Réunion, la Guyane. Le projet s'appelait Carnet du ciel, donc photographier le ciel peut-être, mais d'une manière très très particulière dont vous allez nous parler. Je remarque des photographies en noir et blanc, il me semble, avec une recherche de profondeur très intense, une sorte de fixation comme ça, souvent sur le vide, des éléments de vide, une capture intense de quelque chose qui serait comme la respiration du monde qu'on laisserait aller à son propre rythme, vous voyez, dans lequel vous souhaiteriez intervenir le moins possible tout en captant quelque chose de très émotif. Voilà, donc je vous laisse présenter ce travail et puis je retrouve les trop rares images que vous nous avez confiées. Au départ, c'est cette notion d'horizon qui me touche, parce que je me dis, vous connaissez peut-être ce mot d'Emerson qui consiste à dire que telle ferme appartient à ce propriétaire, telle forêt appartient à un autre, mais l'horizon, lui, n'est à personne. Et il est quelque chose qui m'émeut dans l'horizon, c'est que finalement, cette ligne-là, aussi simple soit-elle, est peut-être le seul endroit du monde qui n'a pas changé depuis sa création. Et il y a dans cet horizon une possibilité de se relier, soudain se rendre compte que tout ce principe identitaire que j'entends volontiers, bien sûr, mais pour ce qui me concerne, je m'en sens assez peu concerné, parce que le point de départ du projet, c'était d'envisager que quelque part, ce qui nous relie, contrairement à, moi on me l'a martelé, c'est pas le culturel. Ce qui nous relie, c'est le naturel. C'est cette part naturelle que nous avons tous. Et poussant un peu plus les curseurs de cette perspective, pour moi, ce qui importe, c'est pas la forme que la vie a choisi de prendre, c'est la vie dans la forme. Ainsi, vous verrez quantité d'animaux, de nature, parce que j'ai ce sentiment intime que moi-même, je ne suis pas l'intention de la vie, je suis son expression. Et être à cette écoute-là, c'est enlever la direction et c'est de rencontrer ces territoires. Et je dois dire, les territoires ont été choisis en concertation avec le Conservatoire du Littoral, qui fut pour moi, ça n'est pas des ressources, c'est une inspiration à nul autre. J'ai ainsi rencontré, j'ai souvent l'habitude de dire que je n'ai strictement aucune démarche artistique, par contre je marche beaucoup, et c'est partant de ces marches que les choses se font. J'ai le sentiment que quand on restreint le monde à l'endroit de l'idée qu'on en a, c'est se priver de la qualité de l'émerveillement qui tient avant tout à l'étonnement. Et les agents du Conservatoire du Littoral qui m'ont accueilli sur chacun des sites ont vraiment été dans cette disponibilité-là. Et j'ai envie de dire que les lieux qui ont été visités, chacun d'eux, dans une courtoisie à nul autre, quand ils m'accueillaient, me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui t'intéresse de photographier ?» Et je répondais systématiquement que ça me semblerait assez incongru qu'un Belge débarquant à Mayotte explique à un Mahorais quels sont les endroits intéressants chez lui. Donc systématiquement, je leur disais « Emmenez-moi partout où ça fait battre votre cœur ». Donc le casting est entièrement constitué de ces mouvements émotionnels, effectivement, qu'avaient les agents du conservatoire qui m'ont amené de ci, de là. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette photographie, c'est évidemment ce qu'un grand penseur de la photographie qui était Régis Durand appelait l'appel du regard pensif, d'une certaine manière, une image qui oblige à la méditation, mais également à travers une sorte presque d'obligation de ralentissement du regard ici, qui est pour moi symptomatique et intéressante, à l'ère de la vitesse, du scrolling intégral, de la perte de l'attention, même de l'attention visuelle. Bon, vous nous demandez d'une certaine façon de ralentir, mais j'ai senti peut-être à tort, ou c'est ma simple sensibilité, mais dans votre collecte sensorielle, une certaine nostalgie, peut-être un monde que nous avons perdu. Oui, non. Une mélancolie même peut-être. J'entends votre perspective, mais précisément s'il y a une chose qui ne me concerne pas du tout, c'est la nostalgie, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il suffit d'écouter la langue française pour entendre que quand on dit « je l'ai aimé », c'est terminé, « je vais t'aimer », c'est toujours du bluff, on dit « je t'aime ».
Donc pour moi, il n'y a pas de nostalgie, il y a une écoute la plus attentive et disponible possible à ce qui se produit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été donné avec le Conservatoire du Littoral, c'est-à-dire que la nature est trop puissante pour perdre du temps à se lamenter sur ce qui est perdu, parce que ce qui importe, c'est ce qui est là. Je pense que toutes les questions qui commencent par pourquoi ont assez peu d'intérêt, elles vont toujours pelleter dans le passé. Moi, les seules questions qui me semblent appropriées, à nouveau, je ne fais pas œuvre de vérité, je ne parle que de ma perspective, commencerait par comment. Et ainsi, comment être à l'écoute. J'envisage les formes artistiques, quelque pratiques qu'elles soient, finalement comme la pudeur de l'intime. À travers ces formes-là, on peut aller rencontrer l'intime en chacun, et ce faisant, je pense que plus on sera radical dans cette singularité, plus on peut aller à l'universel des autres. Alors moi, je note que l'urbain que vous êtes, j'imagine, peut-être vivez-vous en ville? Oui, oui. Oui, c'est un risque que j'ai pris en vous le demandant, sachant qu'en Occident, 75% des gens vivent en ville. Bon, j'avais finalement 25% de chance de me tromper. Voilà, mais au fond, la ville a déserté cet espace photographique qui est le vôtre. Le monde anthropique saturé a disparu. Pourquoi ? Je crois que le monde des villes, vous savez d'ailleurs, c'est assez amusant. Ou le monde de l'artificialisation absolue, on pourrait dire. La ville, c'est l'artificialisation absolue. Il n'y a plus rien de naturel. Même le naturel en ville est un naturel construit, reconfiguré humainement. Il suffit d'écouter comment les termes sont arrivés. Vous savez, ville vient de vilain, la banlieue vient du lieu de bannissement. Et voilà, et on a tous décidé de vivre là-dedans. Donc je pense qu'effectivement, il y aurait quelque chose de plus vertueux. Vous connaissez peut-être, c'est John Ruskin, que Proust avait traduit, que Mandela citait, qui expliquait qu'idéalement, dans des édifices publics, il faudrait avoir des choses qui nous ramènent à une part naturelle, parce qu'à nouveau, moi je pense que l'humain, en voulant tout contrôler, a finalement perdu sa vertu qui était d'être pleinement vivant, de faire partie de ce naturel. Et je crois qu'une des grosses erreurs que nous faisons très régulièrement, déboulonner Dieu, pourquoi pas, mais pour moi le vrai problème dans la phrase l'adoration de Dieu, c'est pas Dieu, c'est l'adoration. Et je crois que les villes, à force de vouloir comme ça rendre compte d'une historicité humaine qui devrait forcément supplanter celle de toutes les autres espèces, se plantent. Mais pour autant, je me permets pas de faire la morale ou quoi que ce soit. Je pense que on est à cet endroit-ci. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'en fait, on n'a plus le choix. Et dans cette absence de choix, il y a un nécessaire... c'est pas un retour, c'est prolongation vers ce qui nous relie tous. C'est cette part naturelle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais...